Alors, optimiser l'expérience d'apprentissage avec l'IA grâce à l'analyse de métriques sur l'engagement et les performances des apprenants. Alors, super sujet que va traiter Sami Lababi, qui est donc CEO et fondateur de Stelia. Je rappelle que Stelia, c'est une start-up EdTech, Deep Tech, parce que c'est des mots importants, qui depuis 2019 est spécialisée dans l'IA générative, notamment les Large Language Models, LLM, et dans le Natural Language Processing. Ces assistants de connaissances spécialisés s'appuient sur les connaissances fiables et contextuelles de ses clients, pour repartir sur le sujet qu'on abordait tout à l'heure, documents et vidéos. Et Stelia propose également des solutions d'apprentissage adaptatif et de génération automatisée d'exercices, ce qui répond partiellement à une des questions qui était posée, c'est est-ce que l'IA peut aider au-delà de l'aspect conception à créer des exercices, etc., d'évaluation notamment. Alors, Sami, à toi de jouer. Merci. Donc, moi, je vais parler d'optimisation de l'expérience d'apprentissage avec l'IA. Donc, au-delà des assistants qui permettent d'accompagner l'apprenant dans son questionnement, il y a tout un aspect aussi qui est d'accompagnement sur la base de son expérience, de son engagement et de ses performances. C'est dans la continuité du cycle, une fois que la formation a été conçue et produite, il s'agit de voir ce qui se passe sur le terrain et d'interagir avec lui pour améliorer cette expérience. Et puis derrière, que tu en parlais, la notion de feedback pour pouvoir améliorer en fait cette formation. Donc en fait, on aborde cette démarche en 3 étapes. On peut voir ça comme une fusée à 3 étages. Le premier étage, c'est bien sûr d'observer ce qui se passe. Donc, c'est ce qu'on appelle les traces d'apprentissage, learning events, qui vont apporter à la fois un retour quantitatif sur les interactions des apprenants avec les ressources. Alors, on peut imaginer suivre en fait la complétion des e-learning, les scores, mais en fait, souvent, on intervient dans des formations qui ne sont pas purement e-learning, qui sont blended, avec une partie présentielle et une partie numérique. Et c'est là une grosse difficulté à surmonter, puisqu'on a, avec ces traces, on observe que la partie numérique. Et c'est difficile de prendre en compte cette partie présentielle. Et c'est là, en fait, où on va apporter un feedback un peu plus qualitatif, un peu plus subjectif, bien sûr, où on va demander en fait à l'apprenant, mais aussi au formateur, des feedbacks pour comprendre un peu ce qui se passe en dehors du numérique. Et cette part va bien sûr être d'une importance différente selon le mix de la formation. Donc ça, c'est le premier étage qui est classique et qui est de rassembler cette information. Le deuxième étage qui est important, c'est d'interagir ensuite au-delà d'un mécanisme de formation standard, de parcours d'apprentissage, c'est de solliciter l'apprenant, de s'adapter à lui, donc d'avoir des formations dont les parcours s'ajustent. On va aller sur des niveaux de difficulté ou sur des concepts plus évolués lorsque l'apprenant est à l'aise sur un sujet, ou inversement, revenir sur des niveaux plus fondamentaux pour pouvoir renforcer en fait ses connaissances. Et puis la deuxième partie, c'est aussi des quiz de révision. Donc c'est le solliciter pour mieux mesurer en fait là où il y a des difficultés, jusqu'où remontent ces difficultés, ou au contraire jusqu'où on peut l'emmener pour bien mesurer en fait et avoir une vision un peu plus exhaustive de l'apprenant. Et puis derrière, en fait, une fois qu'on a pu rassembler tout ça, donc on a eu cette interactivité au niveau 2, et on a le niveau 3 qui est là pour donner du feedback à la fois à l'apprenant et au formateur, donc via une analyse de tout ce qui se passe, donc avec des tableaux de bord qui vont restituer d'un niveau macro et micro, en fait, où en est l'apprenant, quelles sont ses difficultés, pour l'apprenant lui-même, mais aussi pour le formateur au niveau du groupe. Et en fait, c'est là où l'IA peut intervenir de manière intéressante, aussi bien en complément du niveau 2,
c'est d'avoir une analyse un peu plus globale pour faire ressortir des difficultés ou, je ne parlerai pas de prédiction, mais d'identifier quelques risques d'évolution d'un apprenant qui évolue vers du décrochage parce que ces données d'absence, ces données de score sont sur une tendance qui est plutôt annonciatrice de difficultés. Et donc derrière, proposer des recommandations d'activité et d'ajustement de rythme. Et ensuite, donc, on peut voir ça sous forme de différents tableaux de bord qui vont montrer une vision globale ou une vision plus précise. On va pouvoir zoomer sur des élèves, sur des concepts pour voir soit horizontalement comment se comporte un élève sur l'ensemble des concepts, ou inversement sur un concept, sur un objectif pédagogique, comment interagissent les apprenants. Et ensuite, on va avoir différents bénéfices, à la fois pour l'apprenant, pour le formateur, mais aussi pour le concepteur de formation. Donc aujourd'hui, on est capable pour l'apprenant bien sûr de le situer par rapport à des objectifs, de montrer ses difficultés, de proposer des parcours plus personnalisés. Donc on va éviter en fait des problèmes de ce qu'on appelle de cold start avec l'IA. On a du mal à prendre en compte dès le début en fait les spécificités de la formation. Donc avec des règles pédagogiques d'orientation, mais petit à petit, l'IA va venir accompagner l'apprenant, mieux comprendre quels sont les mécanismes les plus efficaces pour accompagner au mieux l'apprenant. Donc à la fois en support, mais aussi en recommandation. Et ça, c'est important qu'on soit vraiment dans ces deux dimensions de proactive, mais aussi de support. Super, merci beaucoup. Donc, booster l'engagement des apprenants grâce à l'IA, c'est possible. Messieurs, vous voulez réagir sur les propos de Samy? Moi, j'avais une question sur le call start. Tu peux nous en dire plus sur cette problématique-là? Donc, la problématique de call start, c'est en fait quand on prend en main une nouvelle formation, elle a une structuration de contenu, un découpage qui est spécifique. C'est difficile d'être pertinent dans des recommandations dès lors qu'on n'a pas d'historique d'apprentissage dessus, dès lors qu'on n'a pas pu évaluer en fait en quoi une ressource était efficace pour des apprenants qui sont en difficulté. Voilà. Ça, on va pouvoir l'obtenir petit à petit dès lors qu'on a pas mal d'apprenants qui interagissent avec ces ressources. Voilà. Donc, c'est important d'avoir des règles en fait, qui établissent un socle pour être efficace dès le démarrage. Et puis, dans un second temps, que l'IA vienne prendre la main, mesurer l'efficacité et mieux orienter vers les bonnes ressources. Merci. Merci beaucoup pour l'intervention qui était très intéressante. Et justement, j'ai pas mal d'interrogations sur comment est-ce que vous utilisez vos feedbacks, parce que vous êtes clairement expert de ça. Est-ce que tu reprenais un petit peu l'exemple du cercle en fait, avec conception-production. Comment vous arrivez à boucler la boucle entre les feedbacks apprenants pour pouvoir remettre de l'intelligence dans la conception? Oui. Comme le disait Son, en fait, ce qui est important, c'est d'avoir des ressources qui sont efficaces, qui prennent en compte les différents objectifs de la formation. Et en fait, on va pouvoir mesurer dans le temps quelles sont les ressources qui apportent de l'efficacité. Donc, corréler le passage sur une ressource, l'échec sur une ressource, comment ça impacte en fait le parcours et l'acquisition des objectifs pédagogiques. Et donc, derrière, donner du feedback aux concepteurs de formation pour se dire, on a cette ressource, on s'aperçoit qu'elle n'apporte pas beaucoup de bénéfices ou au contraire qu'elle est très valorisante pour ce type de population qui est en difficulté ou qui est plus à l'aise. Ok. Son ? Oui, merci beaucoup déjà Samy pour la présentation. En fait, je trouve sur ce sujet, en fait, ta présentation, je trouve, montre bien à quel point est-ce que les différents sujets qu'on a abordés se tiennent un peu ensemble et sont quand même très liés, quoi. C'est-à-dire que
on le sait, enfin moi, une conviction que j'ai depuis longtemps sur le marché, c'est que par exemple, mettre une IA uniquement sur la partie aval, une fois qu'une formation est créée, sans que les choses, enfin une IA, en tout cas sans que les choses aient été pensées correctement, structurées correctement, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que si les contenus n'ont pas été pensés de manière suffisamment granularisée, que tu n'as pas suffisamment d'exercices bien pensés qui permettent de connaître l'efficacité de chaque étape, etc., c'est très compliqué pour ton IA d'être capable, comme tu dis par exemple, de mesurer l'efficacité de chaque étape si tu n'as rien pour la mesurer. À part éventuellement, effectivement, tu vas savoir qu'un apprenant décroche ou pas, et encore, tu ne seras même pas forcément capable de faire la bonne inférence sur est-ce que c'est vraiment à cause de la manière dont ce contenu a été pensé que les gens décrochent. Ça pourrait être lié à autre chose tant que les choses ne sont pas bien pensées. Et c'est ça qui est très compliqué. Je trouve que la force aujourd'hui, c'est que justement, comme l'IA est devenue, grâce aux IA génératives, on a fait quand même un grand bond et qu'on est capable d'adresser la partie conception, production et engagement. On est capable de voir l'IA à chaque bout, qui peut nous permettre de faire ce travail de découpage, granularisation dès la conception, de production sur un certain nombre de parties pris, et une IA qui utilise ça de manière intelligente. Et je trouve que toute cette partie aval que tu as présentée, elle est d'autant plus puissante que les choses ont été connectées ensemble. Ce que je disais souvent, moi, à des clients qui me demandaient « Est-ce que vous pouvez nous mettre de l'IA ici pour… Je dis, mais le problème, c'est qu'en fait, si sur notre banque de contenu, et leur banque de contenu, ça pouvait être des hangars à slides comme un de mes clients le dire parfois, mais bon, il y en a encore pas mal, malheureusement. Et vous savez, le problème, c'est qu'en fait, faire des parcours personnalisés sur des mauvais contenus, ça donnera toujours des mauvais parcours. Et donc, en fait, si tu n'as pas eu la possibilité de créer ton contenu d'une manière qualitative, t'es un peu bloqué après, quoi. Exactement. Très bien. Autre remarque, complément? Non? Écoutez, je vous propose de passer aux questions de nos participants et j'invite donc nos participants à répondre au troisième petit sondage de la matinée pendant que nous devisons. Alors, il y a une question qui est… Ils sont très joueurs aujourd'hui. Question posée directement par ChatGPT, qui veut peut-être un feedback d'ailleurs. Quelles sont les métriques les plus significatives que l'IA peut analyser pour évaluer l'engagement et les performances des apprenants? Alors, l'engagement, c'est une notion effectivement qui est compliquée parce qu'elle dépend des formations, elle dépend du rythme d'implication des apprenants. Enfin, on a des apprenants qui sont en alternance, on a d'autres qui font ça après le travail. Donc, en fait, ça doit plus être considéré dans le temps et donc de manière globale à une formation, mais aussi de manière individuelle au rythme d'apprentissage d'un apprenant spécifiquement. Et l'idée, c'est d'identifier des ruptures dans ce schéma. Voilà. Donc, il y a vraiment cette partie interaction qui est importante. Et puis, après, il y a la partie résultat. Donc, il faut, si on veut avoir de l'IA, il y a aussi, de manière importante, pouvoir mesurer des choses, donc pouvoir avoir des exercices quantitatifs, des activités qui permettent d'avoir un feedback scoré. C'est un mixé, bien sûr, avec des différentes modalités aussi. Mais, et après, il faut les mettre en contexte avec l'information. Si un résultat à 90% ne veut pas dire la même chose selon le type d'activité ou le stade d'avancement de l'information. OK. Autre remarque sur les métriques? Ou autre question peut-être? Ah oui, c'est une question qui va peut-être aller chez nos amis de Youno, mais il faut se former à l'IA, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, messieurs. Et qu'est-ce qu'il faut, comment on fait pour se former à l'IA et sur quoi pour démarrer? C'est une belle perche. Merci beaucoup à la personne qui a posé la question. Déjà, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que oui, il faut évidemment se former à l'IA, quel que soit son présupposé de base. On sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu peur de ce que peut faire l'IA, des métiers que ça peut faire disparaître. Il y a beaucoup de fantasmes autour de ça. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on a expliqué qu'on peut utiliser en pédagogie l'IA sur tout le cycle de conception, de production, de mesure. En fait, il y a des choses qu'on va pouvoir après garder dans le giron en tout cas le faire comme on le fait aujourd'hui. Notamment, je pense à des concepteurs. Certaines tâches, ils peuvent les garder telles quelles parce que simplement, ils sont bons à ça, mais aussi parce qu'ils aiment les faire comme ça. C'est quelque chose qui est assez important. Mais se former à l'IA, c'est aussi en comprendre les enjeux et pouvoir en faire une utilisation qui est raisonnée. En fait, si je ne comprends pas bien l'IA, si je ne sais pas comment ça fonctionne, si je ne sais pas comment je peux m'en servir, si je ne sais pas bien à quoi ça sert, je ne pourrais pas définir les endroits où c'est pertinent d'utiliser et où c'est peut-être un peu moins pertinent. Donc, moi, je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment une compétence qui va devenir essentielle, fondamentale, transversale,
On le voit, là, on parle de pédagogie, mais ça va aussi être le cas pour beaucoup d'autres métiers. Donc, oui, il faut se former. Pour compléter la question, une durée de formation pour commencer à se débrouiller? À vrai dire, ça dépend un petit peu d'où on part et ce qu'on recherche. On peut être sur des formats, typiquement chez nous, on propose des formats qui vont de la masterclass de 2 heures, un peu sous le mode de la conférence, jusqu'à des formations 3 heures en petit groupe, 12 heures en petit groupe, et puis jusqu'à des ateliers vraiment d'analyse de processus. Donc, on va aller voir justement des gens du métier, voir comment ils travaillent et voir comment on pourrait ensemble réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait mettre de l'IA dans vos façons de travailler. Et justement, on a un projet en ce moment avec une équipe de pédagogie qui se pose la question de comment prendre le pas, et on les accompagne sur ça, sur une demi-journée. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous propose de passer au résultat de notre troisième petit sondage qui portait sur donc, la bonne maîtrise des données sur l'engagement et les performances des apprenants. Et donc là, on voit qu'il y a encore, bien sûr, des progrès à faire, mais que les gens sont conscients déjà et actifs sur ce domaine-là, ce qui est plutôt encourageant. Et il y avait du coup une dernière question qui portait sur le fait qu'on échappera-t-on, oui ou non, à l'adaptive learning? Messieurs, votre avis en 2 secondes? En 2 secondes? C'est oui ou non? C'est oui ou non la question? Moi, j'espère qu'on n'y échappera pas parce que C'est c'est ça, il faut pas y important. échapper. C'est Faut pas négatif. Il faut y arriver, il faut y arriver à le faire et le faire bien. Ouais. Voilà, parce que c'est ça que nous voulions entendre. Je vous propose de passer à la 4e séquence de notre matinée.